Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe un super samedi. Alors, nous nous retrouvons comme convenu dans le cadre d'un échange en lien avec cette journée dédiée aux droits de la femme. Nous allons faire un focus sur la femme gabonaise. Alors, avant de commencer, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un format particulier parce que je suis la seule animatrice, parce que c'est vrai qu'en général, pour les discussions Concorde, nous sommes au moins 2 modérateurs, mais là, cette fois-ci, je suis toute seule. Mais j'aurai l'occasion d'être accompagnée par des invités de marque. Vous allez voir des femmes absolument engagées dans l'espace public au Gabon. Et c'est vrai que ce serait vraiment intéressant d'échanger avec elles sur leurs capacités et surtout leur engagement dans l'espace public. Et ça nous permettra vraiment de découvrir les profils, mais surtout aussi de pouvoir échanger avec elles sur ce sujet. Vous entendez mon fils en arrière-fond, donc pas d'inquiétude. Ça fait partie justement des cordes à nos arcs de femmes. Nous sommes également des mamans. Donc, vous allez l'entendre crier juste à côté, mais pas d'inquiétude. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous nous retrouvons pour parler justement de la place de la femme gabonaise dans l'espace public. Quelles sont les perspectives d'amélioration? Et c'est un sujet qui est très important, notamment pour moi qui suis présidente d'un institut de réflexion, l'Institut Concorde, qui est un institut de réflexion, c'est un think tank dédié à la réflexion qui porte sur des sujets d'actualité au Gabon, des sujets de société. Et dans ces sujets de société, parmi ces sujets de société, il y a la question justement du droit des femmes. Et je me suis dit que ce serait intéressant de prendre ce petit temps d'échange avec nos invités pour aborder cette question qui est très, très importante, que ce soit pour la société gabonaise, mais également dans le monde entier. Et il me semble qu'il y a beaucoup d'évolution, mais il y a également beaucoup de régression. Donc, pour en parler, dans le cadre justement de cet échange, je vais être accompagnée de 3 femmes gabonaises absolument investies, comme je vous le disais tantôt. Alors, nous avons en premier lieu Rudy Osiamboula, qui est ingénieur et entrepreneur. Rudy va se présenter. Bonjour Rudy. Bonjour Charlène, bonjour à tous et merci pour l'invitation à ce panel édifiant. Merci beaucoup de répondre présente. Alors, ce que je vais faire, c'est que, quelques éléments de présentation, effectivement. Vas-y, je te laisse te présenter. Oui, bon, assez brièvement, je suis Rudy Ossia, ingénieure dans le secteur pétrolier depuis une dizaine d'années maintenant et entrepreneur dans le secteur de l'art et de l'artisanat et également du développement professionnel. Donc, l'art et l'artisanat, j'y suis depuis à peu près 7 ans et le développement professionnel, je l'ai commencé il y a 1 an à travers la plateforme Ekena. Donc, nous procurons du mentorat et des formations pour les jeunes professionnels et les jeunes diplômés qui ont bien entendu le désir de pouvoir se développer et d'atteindre certains objectifs dans un marché du travail qui se veut de plus en plus compétitif au fil des années. Et comme je le disais tantôt, mon business dans l'artisanat, c'est Anda Africa, que tu connais d'ailleurs très bien, le confectionnement des produits de bureautique et d'intérieur multiculturel. Voici les grandes lignes me concernant et c'est avec un grand plaisir que je vais contribuer de mon expérience et de mes connaissances au cœur de ce débat. Merci beaucoup Rudy, vraiment merci de ta présence. Donc on a une femme qui est vraiment multicasquette et vous allez voir que toutes nos autres invités, c'est absolument la même chose. Donc on reçoit Olivia Beto ou Betoé, je ne sais pas comment on prononce. C'est comme si on choix. Oui, c'est au choix. Olivia Beto Schwerdorfer. Donc Olivia est avocate, elle va se présenter. Donc ce soir, enfin aujourd'hui, je ne vais pas t'appeler consoeur parce que c'est vrai que nous exerçons la même profession, mais en tout cas, je te laisse te présenter. Je suis très ravie également de t'accueillir dans ce panel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Charlène de m'avoir invitée sur ce panel de qualité avec des femmes d'exception. Donc je me présente, Olivia Betoé Schwerdorfer. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je vais commencer par celle qui me tient à cœur. Je suis avocate principalement,
enseignante, donc je donne des cours de droit à l'université, dans un institut de formation continue. Et je suis également la vice-présidente d'un mouvement Alliance démocratique et solidaire qui a été récemment créé dans la diaspora. Mais pour l'heure, nous allons nous axer sur ma casquette d'avocate et d'enseignante parce qu'au-delà de tout, je me considère comme une chef d'entreprise. Chef d'entreprise, pourquoi? Parce que je salarie, parce que je recrute, parce qu'à côté de ça, cette profession d'avocat m'a emmené à me lancer dans l'immobilier, à investir également dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de cette thématique qui nous concerne toutes, comment la femme gabonaise peut réussir à peser dans le débat public. Ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, je ferai part de mon expérience. Comme je ne sais pas pour ceux qui ont suivi l'actualité, j'avais été récemment désignée par le gouvernement de la transition pour porter la cause du masque Nguil en tant qu'avocate et femme. Donc ça aussi, ça m'a permis d'avoir une expérience que je pourrais partager sur le plateau. Et puis en plus de ça, le droit des étrangers me tient à cœur parce que j'ai de nombreux compatriotes que j'accompagne au quotidien qui rencontrent des problématiques de régularisation et qui ne sont pas forcément au fait des démarches administratives parce que pas d'interlocuteur privilégié. Mais je sais que les choses sont en train de se régler parce qu'au consulat, ça a été pris en main. Donc aussi, comme je le disais, en tant que chef d'entreprise, je recrute également des Gabonais. Donc voilà, je suis très investie dans la cause militante et je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Parfait. L'Institut est vraiment ravi également de t'accueillir. Merci beaucoup d'être présente encore une fois. Et notre dernière invitée, Mam Koumb. Donc, vous verrez, Mam Koumb, je pense que vous la connaissez. En tout cas, ceux qui nous suivent sur les réseaux et ceux qui la suivent sur les réseaux savent de qui il s'agit. Mais elle se présentera comme toutes nos autres invités. Donc, Mam Koumb, bonjour. Bienvenue. Merci, Charlène. Bonjour à toutes. Bonjour, Madame Ossia. Bonjour Madame Beto. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Mam Koumb, je suis militante afroféministe. J'ai fondé en 2016 au Gabon l'ONG Filles, Femmes et Fières pour traiter de la question des droits des femmes, de la condition de la femme gabonaise et pour parler des questions de sexualité, de santé et de prévention, toujours auprès des femmes. Donc je suis une médiatrice politique et culturelle. Je suis formée pour et je suis une citoyenne très engagée autour de la question de la femme au Gabon, en Afrique. Et dans ma vie de tous les jours, je suis en charge du programme Inclusion et Diversité pour le ministère de l'Éducation nationale ici aux États-Unis et précisément dans la ville de Columbus pour l'État de l'Ohio. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces présentations. Encore une fois, très ravie de vous accueillir toutes les trois. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez, nous nous retrouvons pour parler de la place de la femme gabonaise, ou plutôt la femme gabonaise dans l'espace public. Quelle perspective d'amélioration? Et il est important pour moi de cadrer un peu le sujet. C'est important pour ceux qui nous suivent aussi, ceux qui voudront potentiellement poser des questions, de comprendre finalement de quoi on parle. Mais avant tout, bonne fête, parce que bien évidemment, nous sommes le 8 mars, journée dédiée aux droits, qui célèbre les droits des femmes et non la fête internationale des femmes, comme on peut entendre d'habitude. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse. Bonne fête à toutes les trois. L'espace public dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas l'espace public qui fait écho à l'espace géographique ou territorial. Ça, c'est vraiment très important pour moi de le préciser parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'espace public, on fait référence aux parcs, aux rues, aux cafés dans lesquels on peut se retrouver pour échanger. Là, vraiment, nous, on va vraiment mettre l'accent sur l'espace public comme étant un principe constitutif, autant pour moi, de l'action politique. C'est-à-dire, pour le dire simplement, le débat public. C'est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est-à-dire qu'on va questionner la place de la femme gabonaise dans le débat public. Est-ce que sa voix porte? Est-ce qu'elle a les moyens de faire porter sa voix? Est-ce qu'elle a envie de faire porter sa voix? Est-ce qu'elle est audible? Quels sont les outils à disposition pour elle, pour pouvoir justement s'imprégner, s'impliquer, s'imbriquer dans l'espace public? Donc, cela étant dit, cela étant posé,
j'ai trouvé intéressant justement d'inviter les divers profils que vous êtes, parce qu'on a à la fois un profil social, un profil juridique et politique, on a un profil également économique, et j'ai trouvé que au travers justement de tous ces éléments-là, de tous ces aspects-là qui sont polymorphes, pluridisciplinaires, ce serait intéressant d'aborder cette question. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser tour à tour, je vais commencer par Olivia. Olivia, quel constat tu fais? Je me permets de vous tutoyer pour que ce soit beaucoup plus simple et en plus on se connaît. Quel constat tu fais? Quel regard tu portes sur la femme gabonaise dans l'espace public aujourd'hui, dans cet espace public qui nous permet justement de débattre politiquement? Quelle est la place, quel est le constat que tu fais de notre place en qualité de citoyenne gabonaise? Et à titre personnel, quelle est la place dans cet espace? La question est assez vaste, je ne sais même pas par où commencer, mais moi j'entends par là quelle est sa capacité à porter des débats en fait, des débats de société qui concernent l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des évolutions, on a des pionnières en la matière, il faut déjà les saluer parce que ça n'a pas été facile. L'histoire des femmes de par le monde, démontre que les femmes ont toujours dû se battre en fait pour pouvoir justement réussir à porter des causes. Et aujourd'hui, quand moi je nous regarde et que je regarde nos compatriotes qui sont à travers le monde, qui portent des causes politiques ou bien sociales, je trouve qu'elle a réussi plus ou moins, à se faire entendre. Après, effectivement, il y a toujours de nombreuses pesanteurs, mais on note des évolutions. J'entends Mampoumbe, en fait, qui, par exemple, me dit qu'elle porte une association. C'est une thématique qui me tient personnellement à cœur, en fait. Et moi, je suis ravie. Je ne la découvre pas que sur ce plateau et je suis honorée et je me sens privilégiée d'être avec là aujourd'hui. Je sais que voilà, on arrive aujourd'hui à porter des causes. Le Gabon fait de la place aux femmes. Les hommes gabonais font de la place aux femmes. Il y a encore du travail, certes, à faire. Mais moi, je dis que voilà, je ne suis pas satisfaite, mais je suis déjà ravie de voir que voilà, elles arrivent à porter des débats et à se faire entendre. C'est ce que j'ai à dire. On peut dire que sur une vingtaine d'années, ce que toi tu retiens, c'est qu'il y a une certaine évolution. La femme gabonaise s'implique, est beaucoup plus impliquée, et beaucoup plus, beaucoup plus impliquée dans l'espace. Je dirais même assertive en fait. Elle prend sa place au-delà des pesanteurs et des cartons. Dieu sait, vous êtes toutes là pour témoigner que ce n'est pas évident, mais elle prend sa place. Elle s'affranchit en fait. Et ça, pour moi, pour nos filles à venir, c'est extraordinaire. Donc moi, vraiment, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées et nous devons continuer. Ce n'est pas des acquis, parce que voilà, nous devons continuer à nous investir et à être solidaires. Je pense que c'est aussi la solidarité dont nous pouvons faire preuve entre les femmes qui va aussi encore asseoir cette assertivité dont les femmes gabonaises arrivent à faire preuve aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. On note donc une certaine évolution. En tout cas, ces 20 dernières années, si on doit prendre une fourchette temporelle, ces 20 dernières années, on a quand même une certaine évolution. Je vais me tourner vers Mampoumbe, la même question. Quel constat tu fais, toi, de ton côté, de la place de la femme gabonaise en tant que citoyenne gabonaise dans son espace, dans cet espace public que nous partageons au par ailleurs avec les hommes? Je vais d'abord, je salue Olivia pour ses gentils mots. Moi, je découvre ces deux belles dames. Peut-être que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux parce que c'est finalement la vitrine d'interaction par excellence qui permet à des femmes même de se connecter et de se découvrir et surtout aussi de s'encourager. Alors, le constat sera sensiblement le même. Il y a une forme d'évolution. Dans l'espace public, si on veut parler de politique, effectivement, il faudra se souvenir que les femmes interviennent dans la question politique et institutionnelle autour des années 62 et cela est la décision du président Léon Mba à l'époque et il faut peut-être aussi comprendre que les femmes arrivent en politique en étant d'abord députées, mais députées désignées. Okay. Et ensuite, on va avoir une petite évolution au début des années au début des années 80, on va voir l'arrivée du ministère pour les questions liées un petit peu à la condition féminine et au fur et à mesure, j'ai envie de dire que
la consécration va être par exemple, la Cour constitutionnelle qui va consacrer une femme, qui va mettre du temps d'ailleurs à la tête de cette institution tout à fait sensible lorsqu'on parle d'institutions et de politique. Et ensuite, on va avoir des figures montantes de politique à travers des femmes ministres. On va avoir une première femme Premier ministre tout récemment. On va avoir en 2009 une première femme candidate à l'élection présidentielle. C'est pour vous dire que je dresse un historique qui témoigne quand même qu'il y a des petites avancées. Maintenant, ce qu'il me plairait aussi de constater, c'est que, en vérité, les femmes ont toujours été présentes dans l'espace public. Par contre, le filtre à travers lequel on va apprécier leur présence est un filtre suffisamment intellectuel et malheureusement, ce filtre-là va invisibiliser les femmes qui sont politiquement d'abord des sympathisantes, des militantes et qui ont accompagner la vie politique de notre pays sous le parti unique dans une corporation qu'on va appeler les groupes d'animation socio-culturelle. Donc, politiquement, est-ce que les femmes qui militaient, est-ce que celles qui sympathisaient et dont le corps a été utilisé comme instrument de propagande, comme les voix des femmes ont été utilisées comme instrument de propagande, est-ce que politiquement, on s'accorde à invisibiliser la présence de ces femmes? Les femmes gabonaises en politique ont été des faiseuses de rois. Quelques-unes d'entre elles, par la volonté des hommes politiques, se sont démarquées. Mais aujourd'hui, nous assistons timidement à une nouvelle classe de femmes politiques qui arrive sur la scène. Mais moi, je tiens quand même à jeter cette bouteille à la mer. Il ne faut pas oublier que le filtre à travers lequel on veut la femme gabonaise dans l'espace public est d'abord un filtre intellectuel. Est-ce que les femmes sont suffisamment formées et éduquées pour occuper la place politique et publique à travers l'éducation qui va faire référence à l'instruction académique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Très bien. J'entends plusieurs points qui sont tout à fait intéressants. Les femmes ont toujours occupé finalement l'espace public. Là, si on met le focus sur l'aspect politique, c'était d'abord dans un premier temps en qualité de sympathisante, de militante. Et c'est vrai que si on met l'accent sur ce prisme-là, il y a quand même une certaine limite dans sa capacité justement à faire porter sa voix et puis dans les objectifs qui sont poursuivis, dans son insertion dans l'espace public et dans son insertion dans l'espace politique. Ensuite, bien évidemment, si on met l'accent sur le prisme intellectuel, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a des femmes intellectuelles qui occupent l'espace public aujourd'hui, mais est-ce que c'est suffisamment porteur pour la suite, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre nous, même les plus jeunes vraiment qui nous observent, est-ce que ces modèles-là sont suffisamment imprégnés, ont suffisamment une voix qui porte pour justement créer une mouvance autour de cela? Parfait, donc je vais me tourner vers Rudy. Toujours la même question, parce que c'est important d'avoir un peu votre regard sur vous, comment est-ce que vous percevez la place de la femme gabonaise dans l'espace public, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec des questions un peu plus spécifiques. Alors, merci Charlène. En ce qui concerne le volet économique, je vais me pencher sur le côté entrepreneurial d'abord, et je vais partir sur la stratégie de l'entonnoir. Avant de commencer avec la femme gabonaise, j'ai envie de préciser que d'un point de vue global, d'un point de vue, on va dire mondial, les femmes sont les porteuses d'entreprises qui ont le plus d'impact. Lorsqu'une femme décide d'entreprendre, elle a une vision beaucoup plus holistique. Elle veut vraiment créer un impact, qu'il soit écologique, économique, social, culturel. Elle a vraiment cette vision d'ensemble où elle ne vient pas juste pour faire du business, mais elle veut laisser un héritage. Inversement, les entreprises leadées par des femmes sont les moins susceptibles de générer en fait des financements, ou du moins de recevoir des financements. Lorsqu'on regarde toutes les entreprises qui ont été financées au fil des années, déjà rien que l'année dernière, seulement 2% des entreprises leadées par des femmes ont pu recevoir des financements. Et ça nous en dit long déjà sur la perception du déploiement économique des femmes de façon déjà d'un point de vue holistique, international. Et pour revenir au Gabon, j'ai envie de dire c'est encore beaucoup plus réduit
Parce que étant entrepreneur au Gabon depuis 7 ans, je peux vous dire que même pour les hommes, c'est pas facile d'avoir accès à des financements. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner pour des femmes encore. Donc, moi, j'ai envie de mettre le doigt sur le côté qui va au-delà de juste enregistrer son business, enregistrer son entreprise. Parce que ça, aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Il y a eu beaucoup d'avancées. Nous avons le guichet unique. Il y a beaucoup de personnes et de personnalités qui vont vous encourager à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais se lancer, c'est une chose, mais prospérer, ça en est une autre. Et j'ai envie de dire quelle est la place de la femme gabonaise sur le plan économique. J'ai envie de dire qu'elle n'occupe pas encore une place suffisamment solide. C'est vraiment l'aspect où je veux voir la femme gabonaise beaucoup plus se déployer. Et pour moi, les freins ne sont pas seulement institutionnels, ils sont aussi culturels, ils sont académiques. On a parlé de ça à l'instant. On peut avoir du talent, mais pour pouvoir capitaliser sur ce talent, il faut avoir une formation nécessaire pour pouvoir mettre en place la stratégie idéale. Parce que la vérité, c'est que le marché gabonais, quand bien même il serait africain, n'est pas identique au marché camerounais ou encore au marché congolais, juste à côté de chez nous. Il faut qu'on ait ce côté-là où nous-mêmes, en tant que femmes, on apprenne aussi à se challenger. Et ça rentre maintenant dans tout ce qui va être leadership. Parce que, et ça, je pense que c'est un peu un dérivé de l'héritage socio-culturel qu'on a reçu, où on a tendance à se mettre volontairement à la dernière place, quand bien même on serait consciente de notre valeur, mais on trouve ça peut-être mal placé de revendiquer cette première position. Et pour moi, mon idéal, vraiment, ce serait de voir, de compter parmi les 10 personnes les plus riches du Gabon qu'il y ait tout autant de femmes que d'hommes, parce que nous en sommes pleinement capables. Et pour moi, tant que nous ne sommes pas arrivés à ce stade où nous pouvons compter un nombre important de femmes épanouies financièrement au point de pouvoir créer de la valeur dans leur environnement direct ou indirect, pour moi, on n'y est pas encore. Okay. Donc, c'est vraiment ça le petit diagnostic que je peux faire d'un point de vue économique. Et je vais juste légèrement embrayer sur le volet aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes entrepreneurs, il y a aussi les femmes employées du coup. Lorsqu'on regarde les femmes employées, on constate aujourd'hui sur le marché que pour la plupart des femmes, c'est difficile de revendiquer une promotion. Et la promotion, ça va avec la valorisation, donc l'incrément du salaire. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont assez timides pour pouvoir revendiquer ce qu'elles méritent. Elles peuvent faire le même travail qu'un homme et être moins payées, mais elles seront inconfortables à l'idée de revendiquer leur salaire. Et aujourd'hui, on retrouve encore des femmes qui choisissent de ne pas travailler parce que leurs conjoints ne veulent pas, et non pas parce qu'elles ne veulent pas. Donc, tout ça, ça rentre bien entendu dans cette analyse du portrait économique du Gabon, parce qu'on peut choisir de ne pas travailler, mais que ça soit un choix personnel d'abord, que ce ne soit pas d'abord un choix qu'on nous impose, que ce soit par amour ou par obligation. Donc, tant qu'aujourd'hui, on a encore des cas comme ça qui ne sont pas déployés, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'accord. Merci beaucoup pour ce regard, on va dire ce regard économique. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, ils sont très alarmants. Ce sont des chiffres d'ailleurs qui ont été partagés, je le dis vraiment très ouvertement, par Mme Koumbe, avec qui nous étions en train de rédiger un article commun sur les violences qui sont faites aux femmes, qu'on va certainement aborder aussi aujourd'hui, parce que c'est une question qui nous concerne. Quand bien même nous ne faisons pas l'objet de violences physiques, il y a d'autres types de violences mentales, des violences psychologiques, des violences économiques. Et c'est vrai que le chiffre est alarmant, 83% de femmes gabonaises sont encore victimes de violences économiques. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Surtout qu'en plus, on voit dans le même temps qu'on a de plus en plus de femmes qui occupent pourtant l'espace, des femmes qui sont intellectuelles, des femmes qui sont intelligentes, des femmes qui ont cette capacité à s'exprimer et à apporter justement leur point de vue sur des sujets divers et variés. Mais on voit que l'intelligence, finalement, ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel
on aura cette capacité à transformer l'environnement. Et c'est pour ça que ça doit s'accompagner également de tout ce qui est leadership, mindset vraiment positif, mais aussi d'empowerment. Donc, ce sont que des anglicismes, hein, c'est vrai, mais empowerment, c'est donc la capacité justement de prendre sa place, la capacité vraiment de savoir qu'on a de l'envergure, on a du pouvoir, on a la capacité de changer son environnement par son attitude, sa manière de penser, et j'en passe. J'aimerais revenir sur un point. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais c'est tellement important, cet aspect de ces arguments qui tournent autour du socio-culturel, l'aspect culturel, l'aspect des mentalités. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on l'aborde un peu de manière plus pragmatique, de manière un peu plus efficiente. On considère la femme africaine, ou même les femmes de manière générale, comme étant cantonnées à un espace bien spécifique, l'espace familial. La plupart du temps, c'est ça. Généralement, quand on parle même de la femme africaine, elle est associée à la mère porteuse, la mère féconde et généreuse, celle qui nourrit le foyer en travaillant la terre. On parle aussi de la femme donc au foyer, hein, celle vraiment qui s'occupe de la famille, celle qui éduque les enfants, ce qui n'est pas faux, parce qu'il faut aussi voir que toutes les femmes, quel que soit le domaine, l'espace territorial dans lequel elles se trouvent, géographique dans lequel elles se trouvent, elle a cette casquette-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer justement que cet aspect-là de cantonner la femme uniquement à cet univers familial n'est pas ce qui explique son incapacité à briser le plafond de verre, son incapacité, donc le regard finalement que la société a sur elle, c'est un regard de femme qui prend soin, de femme qui, au-delà de l'aspect privé, ne peut pas finalement sortir, hein, ne peut pas exploser. Et comme disait Rudy tout à l'heure, cela fait en sorte que même inconsciemment ou consciemment, on décide de prendre du retrait, de rester en arrière. Donc, j'aimerais vraiment avoir l'avis de l'afroféministe. Mamkoum, j'aimerais vraiment avoir ton regard là-dessus. Est-ce que c'est encore un argument qui peut être valable aujourd'hui, alors qu'on a accès, comme tout le monde, à l'information, on a accès à l'éducation? Est-ce qu'on peut se satisfaire encore aujourd'hui de cet argument qui est de dire oui, mais on a des barrières culturelles, oui, mais on nous relaie au second plan? J'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Alors, mon avis en tant qu'afroféministe va être peut-être clivant, mais c'est un avis que j'assume parce que mes expériences auprès de la femme africaine en général, mais particulièrement la femme gabonaise, me démontrent que on a dans la conception de nous-mêmes en tant que femmes, en tant que citoyennes et en tant peut-être aussi que mères, on a été façonnés. 80% de l'éducation qui nous a été donnée nous prédispose justement à être au service d'eux. D'abord, nous sommes les filles de nos pères, fièrement, mais ensuite, la société elle-même ne conçoit même pas que l'on soit simplement des humaines, puisque nous sommes censés transiter de notre père à notre époux. La société ne conçoit même pas d'abord la femme comme étant un individu qui peut avoir des perspectives, qui peut avoir des enjeux personnels ou qui peut avoir des attentes autres que n'étant pas ce filtre-là à travers lequel la société ou même notre appréciation justement de notre tradition et de nos cultures. Ensuite, il faut aussi comprendre que puisque cela part de l'éducation et une éducation qui peut émaner de ce qui nous est cher et de ce qui nous caractérise, et j'ai envie de dire notre identité, donc notre culture, c'est une éducation qui nous façonne depuis trop longtemps pour que l'on nie en fait ce facteur qui est important et saisissant. Pourquoi? Parce que la pratique de nos coutumes, de nos traditions et de nos cultures se transforme en habitudes de vie. Mais les habitudes deviennent un caractère. C'est pourquoi on va avoir dans l'inconscient populaire, par exemple, nos parents, quand bien même en qui on voyait
une certaine génération à l'école disait, tu peux faire l'école, mais il faudrait que tu penses à avoir un mari. Combien dans notre famille avons vu, dans nos familles, nous entendons parfois soit nos mamans, soit nos papas qui nous disent, mais tu as déjà un certain âge, même pas un retard. Quand je dis retard ici, je fais mention de la grossesse. Donc, on veut se rassurer que tu seras la mère, parce que la société gabonaise, en fait, privilégie la mère. La mère, pourquoi? Parce que la mère est le symbole de la continuité, de la transmission. Et moi, je dis que nous ne pouvons pas nier, en fait, cette barrière socio-culturelle parce qu'elle nous caractérise, elle est intrinsèquement liée à notre identité. La femme gabonaise a le devoir, à mon sens, aujourd'hui, de se dépolitiser elle-même. C'est-à-dire que dans l'espace à la fois familial et professionnel et politique et institutionnel, il faut d'abord comprendre que la femme est d'abord un être humain. Moi, je le dis toujours, il faut se connaître soi-même et il faut se définir en tant qu'être humain. Un être humain, c'est d'abord un individu par essence qui naît seul. Même lorsqu'on est né avec quelqu'un d'autre, on a son ADN propre. Donc, il faut que la femme arrive à se visualiser comme un être humain qui va évoluer dans une société. Dès le moment où on se réhumanise, et je dis réhumaniser parce que la femme est déshumanisée dans sa conception. On veut qu'elle soit mère, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit. Même nous-mêmes ici sur ce panel ce soir, nous avons des attentes auprès de la femme. Mais est-ce que toutes les femmes ont les mêmes attentes que nous? Lorsqu'on va resituer la femme dans son humanité et précisément la femme gabonaise, on lui donnera l'opportunité de définir ses champs d'expansion. Est-ce que cette femme, comme disait Rudy, décide de ne pas travailler parce que ses contraintes familiales l'y empêchent? Est-ce que cette femme, par contre, fait le choix, par exemple, d'élever ses enfants, ce qui est tout à fait respectable? Si tel est le cas, comment est-ce que la société peut accompagner son choix de vie par rapport à la vision globale? Donc, moi, j'insiste, Charlène, sur cette question de réhumanisation de la femme gabonaise. Nous ne sommes pas toutes des mères, nous ne serons pas toutes des épouses, mais la condition qui nous caractérise profondément lorsqu'on est une femme et lorsqu'on est au Gabon, puisque c'est le terrain géographique qui nous intéresse ce soir, c'est que nous sommes des citoyennes. Et dès le moment où nous concevons cette citoyenneté de fait, en fait, des droits s'appliquent, des perspectives vont s'engager et un regard va changer. Et c'est cette éducation que nous devons donner aux femmes ou aux filles après nous, parce que le paradigme qui nous a, j'ai envie de dire, engendré jusque-là, est un paradigme qui ne dissocie pas la femme elle-même comme étant la mère, comme étant la sœur, comme étant celle qui va prendre soin, comme étant celle qui va se sacrifier, comme étant celle justement qui va porter la cellule familiale. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de demander aux femmes de s'arrêter un petit moment et de se définir elles-mêmes. Et j'ai envie de te dire, Charlène, que moi, j'ai entamé justement ce cycle doctoral pour traiter des questions des traumas transgénérationnels parce que j'ai compris dans mes interventions, en travaillant avec les femmes auprès de leur famille, j'ai compris en fait que les femmes se transmettent des traumatismes de génération en génération et c'est un fait tacite. C'est-à-dire que il y a des femmes gabonaises encore qui considèrent que si dans ma famille, personne ne s'est marié, c'est un sort qui nous est lancé. Si dans ma famille, il y a des femmes qui ont souffert je vais le dire comme on le dit au Gabon, des problèmes de ventre, ces femmes gabonaises ne sauront même pas ou ne vont même pas aller chercher l'information de ce que ça pourrait peut-être être l'endométriose. Certaines femmes gabonaises vont se dire qu'il faut que je brise un cycle de mariage parce que dans ma famille, on m'a dit qu'on ne se marie pas. Ce sont des violences en fait. La femme gabonaise aura tendance, en tout cas certaines femmes, vont s'auto-flageller parce qu'elles n'auront pas eu accès à une éducation féminine. Mais pour avoir accès à cette éducation, il faudrait que la femme elle-même conçoive c'est quoi cette éducation. Mais pour qu'elle conçoive cette éducation, il faudrait qu'elle se situe d'abord comme un humain qui a besoin d'outils pour évoluer dans la société. Et c'est ce temps d'arrêt
que nous devons marquer pour nous dissocier de l'épouse, de la mère, de la sœur, de la cousine, de l'amie, et je précise aussi pourquoi pas de la chisa, puisque c'est un phénomène en mode, pour se dire qui suis-je en tant qu'individu et où est-ce que j'ai envie d'aller en tant qu'individu, mais comme on parle de société, et qui suis-je en tant que citoyenne? Et quand la notion de citoyenneté sonne la cloche, c'est à ce moment que la femme gabonaise pourrait, je dis pourrait, s'intéresser à ses droits. Donc, tout est une question d'éducation, mais les hommes ne le feront pas pour nous. Nous avons l'obligation de marquer un temps d'arrêt comme nous le faisons aujourd'hui et de nous demander collégialement, collectivement, qui sommes-nous en tant que femmes gabonaises? Je trouve que les éléments sont très, très pertinents et j'ai posé la question à dessein parce que c'est vrai que lorsqu'on entame une entreprise, d'aller vers, on oublie toujours de revenir vers soi ou du moins de débuter par soi-même. Et je pense que tous ces éléments dont tu as parlé, l'environnement dans lequel on grandit, les perceptions avec lesquelles, les perceptions qu'on se construit, nous ont été finalement léguées par nos propres parents qui eux-mêmes ont reçu également un héritage. Donc c'est vrai que c'est très important de comprendre ce contexte-là et de voir que finalement la question qui peut se poser, c'est vraiment quel est notre regard sur nous-mêmes? On avait déjà eu l'occasion en plus d'avoir cet échange. Quel est le regard qu'on se porte sur nous-mêmes en tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain tout simplement? J'aimerais quand même avoir le sentiment d'Olivia. Je sais que quand on est une femme de droit, ça peut être peut-être un peu compliqué d'accéder, je parle vraiment pour moi, hein, je sais que ces considérations-là m'ont été un peu, parfois très peu familières, parce qu'on pense droit, 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 mais j'aimerais vraiment avoir ton avis sur cette question-là, de l'impact socio-culturel, de l'imaginaire collectif que peut avoir donc cet imaginaire collectif sur nous, hein, sur la femme en tant que telle au Gabon. Quel est ton regard là-dessus? Si j'entends bien, c'est de la question de savoir finalement quelles ces barrières socio-culturelles-là, moi j'entends comment les franchir, parce que même qu'on va dresser un bilan et un portrait super intéressant. L'année dernière, avec mon mouvement politique, nous avions organisé une émission qui a réuni beaucoup de femmes, aussi bien de France que du Gabon, qui parlait spécifiquement des violences conjugales que subissaient les femmes africaines et particulièrement les femmes gabonaises en Occident. Moi, j'avais fait une analyse un peu poussée, sans statistiques. Très souvent, j'ai constaté qu'en Occident, donc en France, je parle pour la France, je parle de mon expérience personnelle, j'ai constaté que de nombreux mariages, beaucoup d'hommes, vraiment ça n'engage que moi, aussi bien blancs que gabonais, vont souvent chercher la femme gabonaise parce que dans leur imaginaire, c'est elle qui peut endurer et supporter. Endurer et supporter, pourquoi? Parce qu'elle a reçu une éducation, l'éducation de supporter. Et comme nous sommes à l'ère justement des discours féministes et aujourd'hui afro-féministes, ici par exemple les violences conjugales, moi je me suis vraiment, j'en viens à faire du pénal et très souvent c'est des dossiers de violences conjugales où les hommes sont très souvent auteurs et je représente souvent les hommes. Et c'est vrai que des fois quand je plaide, je dis souvent aux juridictions que j'ai le sentiment que quand on arrive avec un dossier de violence conjugale sur la table, et quand l'homme est auteur, l'émotion prend le pas sur la raison. Parce qu'il y a une politique pénale qui est là. Il faut sanctionner les hommes auteurs de violences conjugales parce que l'Occident a pris conscience qu'ils sont détenteurs du pouvoir. L'Occident a pris conscience de ce que c'est eux, en fait, dans la dynamique des classes, c'est eux qui dominent. Et que quelque part, la société est tellement construite autour d'eux que dès qu'on a un dossier de violence conjugale où l'homme est auteur, j'ai presque envie de dire, et ça je parle sous le regard de nombreux confrères, l'homme est automatiquement auteur. C'est dommageable parce que c'est la présomption d'innocence qui devrait prévaloir, mais c'est comme ça. Donc j'ai organisé cette émission-là parce que je m'étais aperçue de quelque chose. Je m'étais aperçue de ce que beaucoup de femmes gabonaises vivaient des violences conjugales en interne, mais n'osaient pas en parler. Et lorsqu'elles étaient en Occident, notamment en France, entre l'isolement, entre la solitude et entre l'éducation qu'elles avaient reçue, elles se taisaient. On a des décès, parce que supporter de telles violences nécessairement ont un impact sur la santé.
Donc ça, c'était pour faire référence à ce que disait Mme Koum. Et moi, ça a été un combat qui me tenait à cœur. Et je me souviens qu'à l'issue de cette émission, j'avais proposé qu'il y ait un numéro spécial pour la femme gabonaise qui vit en France, de sorte à ce qu'elle puisse automatiquement appeler ce numéro pour qu'on la redirige vers des associations en France qui pourraient la prendre en charge, d'autant plus qu'ici, il y a aussi la violence administrative. Je ne citerai pas le nom. Moi, j'ai assisté une compatriote. Lorsqu'elle était à l'orée du renouvellement de son titre de séjour, son compagnon faisait nettoyer ses selles. Parce que pour le renouvellement du titre de séjour, il fallait qu'il soit là pour valider la régularité de madame en France. Donc, c'est pour dire que ça peut aller très loin. Et cette femme a vécu tellement de violence psychologique, ça a été tellement violent pour elle qu'elle en est venue à faire une tentative de suicide. Elle a fini en hôpital psychiatrique. Donc, ça peut aller très loin. C'est pour rebondir justement sur ce que tu disais, Mme. C'est pour ça que je disais que la thématique que tu traites me tient personnellement à cœur. Alors, par rapport aux barrières qui sont là, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je parle en termes de solidarité, de sororité. Il n'y a que comme ça. Elles sont là, hein. Ces barrières sont une réalité. Nous venons d'une société où une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, a forcément une problématique. Quand bien même elle aurait réussi sur le plan professionnel, qu'elle aurait une entreprise qui générerait des résultats et qu'elle embaucherait, on ne ferait pas ça parce que sa fonction première, c'est la maternité. Attention, on ne dit pas que c'est mauvais. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut le choix. Mais maintenant, pour celles qui aspirent à faire autre chose, qui ont ces barrières socio-culturelles, que faut-il faire? Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. J'aime bien comparer. Je pense qu'il faut être solidaire. Il faut que nous puissions créer des réseaux pour pouvoir partager nos expériences afin de nous soutenir. Parce qu'il n'y a rien de tel que lorsque tu vis une situation où tu as des ressentis de façon isolée, et lorsque vous êtes ensemble, parce que l'union fait la force, pour pouvoir partager. Comment toi tu as pu pour réussir? Moi, je me considère aujourd'hui comme un chef d'entreprise parce que je salarie, parce qu'effectivement, je m'investis dans l'immobilier en Occident, femme noire gabonaise. Enfin, je vous passe les détails des défis qui peuvent être les miens. Mais ce serait bien de pouvoir se retrouver autour de cercles et de réseaux afin de pouvoir échanger sur nos difficultés, pour pouvoir gagner du temps. Et ça, je l'ai vu où? J'ai lu en fait, la numéro 2 de Facebook s'appelle Sheryl Sandberg. Elle ne l'est plus. Elle a écrit un livre qui s'appelle On avant toutes. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, les problématiques dont nous faisons état là, elle a fait un livre où justement, son principal conseil, c'était la solidarité, le mentoring, les espaces de réflexion où nous nous retrouvons toutes pour pouvoir parler en toute sincérité et en toute transparence, partager des expériences, dire voilà, moi j'ai rencontré telle difficulté, je l'ai surmontée de cette façon, ça m'a permis d'aller là. Moi, par exemple, oui, j'aborde tout sous l'angle du droit. Je suis avocate, conseiller aux femmes qui se marient, qui ont un minimum de patrimoine, que c'est important de rédiger un contrat de mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a tel aspect, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Pour moi, il n'y a pour franchir ces barrières qui sont une réalité et qui sont là, il n'y a que par le biais des réseaux où nous allons être solidaires, où nous allons nous promouvoir et aussi où les pionnières prennent leur place sur l'espace public et acceptent de payer le prix. Parce que ça, des fois même nous femmes, le regard que nous portons sur celles qui ont accepté de payer le prix est très dur et cruel. Je pense même que nous sommes nos premiers ennemis envers nous-mêmes. Au lieu de nous soutenir et de nous encourager, c'est un regard de méfiance. Et moi, je n'ai jamais ressenti autant de méfiance au sein de la communauté gabonaise. C'est incroyable. Moi, je parle pour quelqu'un qui vit en Occident. Je ne sais pas comment on va arriver à dépasser ça. Mais c'est un premier défi. Méfiance de façon générale au sein de la communauté gabonaise où l'individualisme prime. Et ensuite, comment résoudre la méfiance entre nous femmes pour qu'on arrive véritablement à une solidarité. Donc moi, aujourd'hui, si j'avais à donner des conseils, ce que j'aimerais, c'est que voilà, nous puissions créer des réseaux de solidarité pour aider, encourager, nous soutenir, être derrière celles qui ont envie de payer le prix ou alors celles qui ont envie de franchir les étapes. Oui, les barrières sociales sont là, les barrières culturelles sont là, elles sont une réalité, on ne va pas les effacer.
Pour s'affranchir, ça a un prix. Tu l'as dit, Mamkoum, ce ne sont pas les hommes, je pense que Rudy aussi, tu l'as dit, les hommes ne nous aideront pas à nous affranchir parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais attention, ce ne sont pas nos ennemis, je suis désolée. Ça n'empêche pas que nous puissions ensemble travailler. Mais il faut que chacun arrive à tirer son épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle moi j'y vois une première solution, la solidarité, à travers la création de réseaux. Et puis la deuxième solution, comment travailler à ce sentiment de méfiance qui nous anime. Et ça, ce sera le travail des sociologues, des anthropologues et de Mamkoum. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Excellent. C'est vrai qu'on a quelques réseaux qui existent. Réseau Femmes Lève-toi. On a également le réseau, le nom m'échappe, mais c'est vrai que depuis quelques années, on observe sur la place publique l'émergence de cellules, de réseaux, de groupes de réflexion portés par des femmes, notamment l'Institut Concorde, mais il y en a d'autres, où vraiment les femmes n'hésitent pas aussi à se mettre en avant parce que c'est de cette façon justement qu'on brise aussi les barrières mentales soi-même, parce qu'on se rend compte qu'on est capable d'aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, mais il y a aussi un travail à faire sur soi-même dans la cellule familiale pour pouvoir justement dépasser cette barrière-là qui a été construite au sein de la cellule familiale. Mais pour ça, comme disait Olivia, et j'aime bien l'expression, il faut avoir le courage d'endosser la responsabilité qui vient avec, les conséquences qui viennent avec. Parce que quand on veut se départir de cet héritage familial, il y a quand même des conséquences aussi qui viennent avec. Ça peut être la famille qui nous tourne le dos, ça peut être les combats qu'on peut avoir avec telle ou telle personne au sein de notre famille. Et ça, c'est pas toujours agréable à vivre. C'est pas toujours effectivement, on n'a pas toujours envie de faire face à ça. Donc, j'entends vraiment qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que la femme gabonaise n'occupe pas l'espace public. Et il y a des raisons qui sont intrinsèques, donc des raisons qui sont vraiment que l'on peut retrouver dans son cheminement personnel, mais il y a des raisons aussi qui sont extrinsèques. Mais avant de passer aux raisons un peu plus externes, j'aimerais bien avoir l'avis de Rudy, peut-être sur les points qu'on vient d'évoquer. Peut-être que tu as un avis là-dessus et qu'on peut également entendre et écouter, apprécier. Bien sûr. Alors déjà, je suis parfaitement alignée à ce que Mam et Olivia disaient à l'instant. Et juste pour compléter de mon côté, parce que j'ai toujours ce regard-là sur le côté économique, c'est qu'il faut que nous, femmes, on comprenne et on assume que l'argent, c'est bon. Parce que ça fait partie d'un héritage culturel biaisé, un mauvais système de croyance que d'associer l'argent, ou du moins tout ce qui est dérivé de l'argent, donc la promotion sociale, toutes ces choses-là, associer ça forcément à quelque chose de sombre, à des rituels, à des promotions canapés. Bref, dans l'inconscient collectif, le succès est toujours rattaché à quelque chose de mauvais. C'est pas seulement propre au Gabon, mais puisqu'on est en train de parler du cas du Gabon, on va rester là-dessus. Il y a cette tendance à toujours associer l'élévation de tout le monde, et en particulier des femmes, à quelque chose de pas très sain, de pas très éthique. Et ça, de façon inconsciente, qu'est-ce que ça crée au niveau de nos cadettes ou de nos filles? C'est que les gens ont peur du succès, ils ont peur de l'argent, ils ont peur de tout le reste. Et donc, vous pouvez avoir une femme qui se débrouille très bien dans la vie, mais elle ne va pas nécessairement attirer des jeunes filles qui s'identifient à elle. Parce que ces jeunes filles sont malheureusement déjà intoxiquées par un mauvais système de croyance. Je précise ça parce que la notion de créer des groupes de réflexion, des groupes de soutien, en réalité, effectivement, ça existe déjà. Mais est-ce que les adhérents ont le bon état d'esprit? Est-ce que les leaders ont le bon état d'esprit ou du moins la bonne stratégie? Parce que j'ai constaté que de façon générale, en Afrique, on a cette facilité, on a cette générosité naturelle. On aime partager. Et ça fait que lorsqu'on se retrouve dans des regroupements comme ça, on va partager. Donc, à la fin, ça va devenir comme un support system, donc un système de support où effectivement, chacun fait part de son vécu et d'une certaine façon, ça peut édifier, soutenir une sœur. Mais derrière, quelles sont les actions qu'on met en place?
pour s'assurer que d'autres personnes n'aient pas à apprendre de cette façon, que les générations futures puissent justement esquiver ou contourner ce genre de problème. C'est là où je pense qu'on doit plus intensifier notre leadership. Se regrouper, oui, se parler, oui, mais poser également des actes. Aujourd'hui, il y a des programmes. Moi-même, j'ai l'idée déjà plusieurs programmes sur l'éducation financière. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a un problème profond. Parce que j'ai commencé, pour la petite histoire, ces formats d'éducation financière adaptés aux jeunes filles. Je précise bien. Parce que je me suis dit, le temps qu'on forme des femmes qui sont déjà dans la trentaine, on oublie qu'elles ont une vie avant ça et qu'elles ont déjà eu à faire des erreurs, des mauvaises décisions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les coacher le plus tôt possible. Et j'ai commencé avec un échantillon réduit, un échantillon d'ailleurs familial. Et sur 10 filles que j'ai approchées, seule une seule a répondu présente. Et là, je parle de gens qui me connaissent, qui connaissent mes valeurs, qui m'ont vu progresser. Donc, à plus forte raison pour des gens qui ne me connaissent pas. Vous voyez? Donc, pour moi, le travail à faire, il est vraiment profond. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une vague où beaucoup de concepts deviennent tendance. Comme on a dit, autonomisation des femmes. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une case à valider. Leadership, autonomisation des femmes. Quelqu'un me disait d'ailleurs récemment qu'il ne veut plus écrire leadership dans un de ses textes parce qu'il trouve que ce terme a été beaucoup galvaudé. Parce qu'il se dit non, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le simple fait de mettre leadership. C'était un peu le cas avec entrepreneuriat à un moment donné. Exactement. Entrepreneuriat, leadership, empowerment. OK. On envoie ces termes-là, on dope les gens avec. Mais est-ce qu'on est vraiment intentionnel dans ce qu'on écrit? Parce que le leadership, en réalité, il ne se dit pas, il se vit, il se transmet. Donc, souvent, il y a des gens qui parlent de leadership, mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font ne sont pas en parfaite cohésion. Donc, il faut vraiment qu'on aille au cœur de ça. Aujourd'hui, ce serait vraiment plaisant de savoir qu'on a un fonds d'investissement au Gabon, l'idée par les femmes pour les femmes, par exemple. Ça va maximiser les chances des femmes d'avoir accès à des financements. Ça existe déjà dans d'autres pays africains. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? On pense que pour créer un fonds d'investissement, il faut forcément avoir 2 milliards. C'est complètement faux. Il faut qu'on soit plus familière avec la question de l'argent, qu'on dédramatise. Et aussi, il faut que la femme gabonaise comprenne que l'éducation financière, ce n'est pas seulement pour créer et gérer du patrimoine. C'est aussi pour éviter justement des dangers liés à ce patrimoine-là. Parce que vous pouvez créer... vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui, avoir une forte épargne, mais vous ne savez pas les dangers auxquels vous êtes exposé parce que l'argent reste une énergie qui attire de tout. Il y a des vautours qui sont attirés par l'argent, ils viennent pour voler. Et ça peut être l'homme même qui partage votre lit. Et ce genre de choses, il faut être bien entouré pour pouvoir, j'ai envie de dire, mitiger certains problèmes. On a beaucoup de magistrats, de juristes aujourd'hui qui édifient les femmes, surtout ce qui est droit matrimonial. Mais malheureusement, beaucoup de femmes sont au courant de ça après que les dégâts aient déjà été commis. Il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à ce stade-là où on dédramatise ou du moins qu'on vulgarise les conversations liées à l'argent, qu'on soit beaucoup plus intentionnel dans notre leadership quand il s'agit vraiment de faire quelque chose de façon collective, qu'on aille vraiment jusqu'au bout afin de poser des actions concrètes et surtout qu'on ne lâche pas nos sœurs, nos petites sœurs, nos cadettes parce que c'est notre relève. Et si elles sont complètement déconnectées, ça ne sert à rien d'être au sommet de la pyramide si on ne s'est pas assuré qu'après nous, qu'il y ait vraiment quelqu'un pour porter ce flambeau-là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Nécessité de créer des liens entre nous, nécessité de dédiaboliser le regard que nous portons sur l'argent. Cette question d'éducation financière, elle est très récurrente dans les échanges contemporains, effectivement, sur justement la consolidation du rôle de la femme dans la société.
parce que la violence, ou du moins la dépendance économique, est l'une des causes les plus prégnantes justement de violences, des violences qui peuvent être faites aux femmes. Lorsqu'une femme est libre, déjà psychologiquement, mais libre également économiquement, elle ne peut pas se permettre d'endurer certaines difficultés qui viennent avec justement le regard que la société peut porter sur elle, de gré ou de force, hein, de toute évidence. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, et ce que j'aime particulièrement dans ce que tu as dit, Rudy, c'est l'intention qui vient avec les actions qui sont menées par les femmes. C'est-à-dire que quelle est vraiment l'intention qui se cache derrière justement tous ces grands slogans de leadership, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, mais j'ai l'impression qu'on vit dans une société où les femmes sont un objet de commerce. Même les femmes considèrent les autres femmes comme un fonds de commerce, tout simplement. Donc, développement personnel pour les femmes, accompagnement au leadership. Oui, mais la plupart de celles qui mènent ces combats-là, malheureusement, quand on regarde derrière, effectivement, on peut se poser la question de l'intention réelle. Est-ce que c'est pour léguer un patrimoine? Est-ce que c'est pour faire en sorte justement que autour de soi, il y ait peut-être même des femmes encore plus grandes que nous, parce qu'elles auront reçu plus d'outils? Est-ce que c'est ça qui nous importe? Ou est-ce que c'est vraiment de se dire, je le fais parce que c'est la tendance du moment, parce que moi aussi, je veux effectivement briller, etc., etc. Donc, je pense que dans cette question, pour revenir au sujet de la place de la femme gabonaise, elle se construit aussi par rapport à ses propres intentions, vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis de l'entourage dans lequel elle intervient. Et ça, je pense que c'est très important à rappeler. Maintenant, pour avancer un peu, parce qu'on arrive on arrive à l'heure d'échange, et puis j'aimerais quand même qu'on prenne les questions s'il y en a dans le public, c'est cette question des droits des femmes. Nos droits, puisque comme disait Mme Koum, avant de même concevoir qu'en qualité de femme, nous avons des droits, il faut déjà qu'on se considère comme étant des êtres à part entière, des êtres humains à part entière, susceptibles justement d'avoir des droits et des devoirs. Et en fait, là, pareil, au Gabon, depuis déjà une dizaine d'années, on a parlé de cette fameuse décennie de la femme, hein, qui a débuté en 2015, nous sommes en 2025, 10 ans après. On a un arsenal juridique qui a été renforcé, puisque, par exemple, en 2015, on a eu la loi sur la suppression des lois discriminatoires en matière de succession, tout ce qui tourne autour de la succession, droit des successions au Gabon. On a également un renforcement de la pénalisation des violences qui sont faites aux femmes, mais en même temps, on n'a jamais constaté autant de féminicides. On a vu l'actualité récente au pays, on a pas mal de cas où des violences vraiment très cruelles, hein, des violences vraiment portées par des hommes qui posent question sur le regard que porte même l'homme gabonais sur la femme gabonaise. Et donc, j'aimerais me tourner vers l'avocate, déjà pour avoir ton regard sur l'évolution de cet arsenal juridique, mais aussi nous expliquer peut-être, en tout cas dans ton regard, dans ton appréciation, comment est-ce qu'on peut expliquer cette dichotomie qu'il peut y avoir entre un arsenal juridique qui est pourtant renforcé, donc des instruments juridiques à disposition, mais à côté de ça, toujours autant de violence, toujours autant de manifestations contraires à l'égard de la femme, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Bien sûr que comme je disais, ce sont des thématiques qui m'intéressent. Il faut déjà voir que la plupart de tout ce qu'on voit comme évolution législative pour protéger les droits de la femme ne sont, enfin là je parle vraiment, je pense que je vais m'attirer les foudres de pas mal de gens qui nous suivent, ne sont véritablement pas de l'initiative du Gabon. De ce que j'ai appris après mes renseignements, c'est souvent parce que les instances internationales imposent que certaines priorités soient inscrites dans les textes de loi. Donc, c'est pour ça qu'on a vu cet arsenal juridique-là qui a été imposé, mais qui n'est véritablement pas une volonté de la part de l'État gabonais. Mais qu'à cela ne tienne, ça reste une bonne chose. Maintenant, par rapport à cette dichotomie qui peut exister entre cet arsenal juridique qui protège la femme et le nombre de féminicides qu'on a vu évoluer, cela veut tout simplement dire que quelque part, on peut adopter les lois, on peut pénaliser les violences faites aux femmes,
Mais quand l'éducation ne suit pas derrière, voici ce que ça donne. Et on a vu pas mal de cas où récemment, il y a un cas qui a fait l'actualité où tout le monde s'était penché dessus pour poser la question de savoir finalement quel était le rôle de la femme. Comment est-ce que la femme était perçue? C'est qu'il y a un problème d'éducation. Sans vouloir le nommer, on ne cite pas les contemporains. Je n'ai pas voulu regarder cette actualité parce que j'allais m'énerver. Mais il y a un syndicaliste qui a tenu des propos pas très bon, si je puis me permettre ainsi, sur la place de la femme. C'est révélateur normalement, c'est révélateur du niveau d'éducation qui est le nôtre par rapport à la place de la femme et que même nous-mêmes les femmes avons intériorisé. Donc on aura beau adopter des arsenals juridiques qui nous sont imposés par des instances internationales, mais si à côté l'éducation ne suit pas, il y a un problème. Moi, à titre personnel, j'écoutais beaucoup le défunt Kalala Omutunde. Et à un moment donné, pour que ma carrière prenne une certaine dimension, justement, j'avais constaté toutes ces barrières limitantes. Et il y a une phrase, lorsque je l'écoutais, qui avait été pertinente. Il disait, nous ne devons pas avoir peur de notre volonté de puissance. Et j'avoue que voilà, c'est une phrase qui a eu un déclic, qui m'a renvoyé le fait qu'effectivement, on nous élève tellement dans la petitesse. Nous sommes des femmes. Nous devons être effacées. La femme gabonaise idéale, c'est celle qui se tait, qui n'ose pas lever le ton, qui est très soumise, qui est dans son coin, en fait, qui ne dérange pas. C'est pas mauvais. Mais quand ça cadre avec un tempérament, c'est tant mieux. Quand ça cadre avec un choix de vie, c'est tant mieux. Là, j'ai fait une petite digression, mais par rapport à la question que tu as posée, la vérité, c'est qu'à côté de ça, on aura beau adopter des arsenals juridiques, des textes de loi qui sont en faveur de l'égalité de la femme, des textes de loi qui finalement s'inscrivent dans l'air du temps. Mais si l'éducation ne suit pas, il y a une problématique. Et ça commence par nos structures familiales. Moi, j'ai une pensée pour mon défunt père. C'est un homme qui m'a élevé en me disant le travail, c'est ton premier mari. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était un précurseur. Il m'a dit, mais tu n'as pas à avoir honte d'aimer ton travail. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir envie de t'épanouir professionnellement. Et puis, s'il y a un mari qui vient accessoirement, ben, ça serait bien. Et je pense que le fait d'avoir été éduqué autour de ça, d'un homme très traditionnaliste, paradoxalement, qui me donnait déjà de telles valeurs, a influé sur ma volonté d'entreprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, on aura beau adopter tous les textes de loi qui ont vocation à promouvoir les droits des femmes, l'égalité, mais si l'éducation ne suit pas derrière. Si nous, les femmes, lorsque nous éduquons nos enfants, filles comme garçons, nous admettons que la fille, c'est elle qui ira cuisiner pendant que le garçon est assis, les jambes croisées, parce qu'il doit se faire servir lors des réunions familiales, je suis désolée, tous les discours qu'on porte là, ça n'aura pas de sens. Vous voyez d'où vient cette dichotomie? Pour moi, je pense que c'est d'abord une question d'éducation. La loi, c'est bien, et c'est là que nous, les femmes, nous devons porter ces débats dans l'espace public en disant, écoutez, c'est très bien, vous avez adopté des textes de loi, et j'imagine que le Parlement est majoritairement masculin. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, mais dans la réalité, il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, il faut proposer des programmes d'éducation, des programmes de sensibilisation qui doivent être faits, mais amplifier ces problématiques-là, amplifier ces sensibilisations. Voilà. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que, parce que ça revient, on présente le Gabon comme étant un modèle, notamment sur le plan juridique de protection des droits des femmes. Mais quand on regarde dans le même temps, il n'y a pas véritablement de réalité concrète sur le terrain. Au contraire, on a vraiment l'impression de régresser. Quand on voit effectivement les chiffres qui représentent les femmes au sein des institutions, que ce soit parlementaires ou autres, on se pose vraiment la question de savoir si réellement la société gabonaise veut laisser la femme gabonaise prendre sa place réellement dans les questions d'intérêt public. Et on a vu récemment, dans la même mouvance,
qu'il y a été réhabilité, donc le ministère de la Femme a été réhabilité. Ça aussi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'avis des unes et des autres là-dessus. Et justement, si vous étiez, vous en votre qualité, donc par rapport à votre profil, mais aussi par rapport aux activités que vous menez, quel serait le message qu'on pourrait porter à l'endroit de ce ministère pour qu'il soit véritablement effectif? Parce que là aussi, on peut questionner la réelle intention qu'il y avait derrière la réhabilitation de ce ministère. On est en droit de se poser cette question-là. Donc, je vais me tourner vers Mamkoum parce que je sais que, effectivement, ce sont des questions récurrentes que tu traites sur les réseaux. J'aime beaucoup d'ailleurs la manière un peu parfois, comment dire, autodérisoire avec laquelle tu traites certaines informations parce que je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Mais sur cette question bien spécifique du ministère de la Femme, toi, en tant qu'afroféministe, mais surtout aussi en tant que femme gabonaise portée réellement sur ces questions-là, quel serait le message finalement que tu pourrais porter à l'endroit de cette institution? Et puis surtout, quel est ton regard sur cette réhabilitation? Alors, déjà, je voudrais te remercier, Charlène, pour ce panel. Moi, je suis en pleine, en fait, je pétille lorsque j'écoute Rudy parler parce qu'elle a vraiment un angle de réflexion qui pose le regard sur un problème véritable. Et en écoutant aussi Olivia avec toutes les questions juridiques et avec la sensibilité qui la caractérise avec une telle puissance aussi, en fait, je me rends compte que, je vais être très franche avec vous, mesdames, la boucle est bouclée concernant la femme gabonaise. Nous avons, si nous voulons dresser un regard panoramique, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée avec la femme gabonaise. Il n'y a absolument plus d'excuses. À mon sens, la barrière qui se dresse devant nous, c'est la barrière qui se dresse en général face aux Africains. Nous sommes au rendez-vous de notre histoire, mais c'est l'histoire du changement de paradigme. C'est l'histoire de l'autodétermination. L'autodétermination que l'on demande aux femmes aujourd'hui et à l'intersectionnalité des luttes d'affirmation, d'autodétermination, de libération, en fait, des États africains. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement ignorants en tant que femmes gabonaises de notre histoire que nous épiloguons, nous passons énormément de temps à essayer d'analyser même ce qui ne va pas, quand bien même tout se porte devant nous. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lorsque Rudy, par exemple, dresse les difficultés auxquelles elle fait face dans le leadership qu'elle exerce et la forme d'éducation qu'elle veut insuffler, elle se heurte à une difficulté, c'est que la femme, en fait, le public auquel elle s'adresse n'est pas suffisamment conscient des leviers qu'il faut dégager en termes d'économie pour parler d'émancipation. Lorsque j'écoute Olivia, justement, elle aussi, elle dit, mais en fait, le droit a déjà, la législation est déjà là. On a déjà fait un travail d'adoption de droits, de textes. En fait, on a déjà protégé la femme juridiquement. En tout cas, on l'a suffisamment fait en termes de textes pour que nous n'assistions plus à des catastrophes. Sur le plan éducationnel, en termes de culture, moi aussi, j'ai pris la peine de vous dire l'éducation pose problème, l'interprétation de nos coutumes aussi pose problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on affronte la question de qui sommes-nous en tant que femmes gabonaises? Et je repose encore cette question, pourquoi? Pour vous dire à quel point nous manquons de notre propre histoire. Nous ne l'avons tellement pas écrite, nous l'avons tellement laissé écrire par d'autres que nous n'avons, dans l'éducation que l'on voudrait donner aux jeunes filles aujourd'hui, nous n'avons pas d'argument historique. Et sans argument historique, on ne peut pas prendre l'élan suffisant pour se projeter. Pourquoi? Parce que nos petites sœurs à qui en tout cas moi je m'adresse aux petites sœurs parce que je considère que le paradigme qui est le nôtre, à notre âge aujourd'hui, c'est un paradigme qui va être difficile à changer. Donc, je préfère miser sur l'avenir. En fait, nos petites sœurs, les femmes qui nous regardent, les femmes qui sont peut-être moins âgées que nous aujourd'hui, qui appartiennent à une autre génération, ne savent pas que le patriarcat
qui domine les sociétés africaines et les sociétés noires aujourd'hui est le cœur du problème qui tracasse nos sociétés. Quand on parle du patriarcat, en réalité, on parle d'un système social qui organise la vie de la société tout entière autour d'un individu qui va être le patriarche. Lorsqu'on parle de patriarche, on va nécessairement, ou dans la plupart du temps, parler d'un homme qui sera à la tête. Quels sont les effets directs sur la société africaine? C'est que les Gabonaises aujourd'hui ne savent pas que nous n'avons pas toujours été dans le patriarcat. Les Gabonaises aujourd'hui ne savent même pas que ce que nous tentons avec difficulté de reproduire, c'est-à-dire la sororité à laquelle Olivia appelait, en réalité, elle n'a jamais disparu, elle existe même toujours, mais pour l'avoir de manière factuelle, il faut se retirer des zones urbaines. Les zones urbaines qui sont elles-mêmes la pâle copie de la vie à l'occidental qui ne nous réussit pas parce que les chiffres que nous avons partagés, Charlène, nous démontrent que les femmes gabonaises sont beaucoup plus pauvres en agglomération. En fait, leur qualité de vie est beaucoup plus critiquable en fait en agglomération. La sororité des femmes a toujours existé. Pourquoi? Parce que historiquement, la vie de la société tournait autour des activités des femmes. Elles pêchaient ensemble, elles accouchaient ensemble, elles éduquaient leurs enfants ensemble, elles budgétisaient ensemble, elles se mariaient ensemble. Même lorsque le veuvage les frappait, elles pleuraient ensemble. Si on a cette projection historique, en fait, on se rendra compte que la femme tente de reproduire ça parce que c'est intrinsèque à elle, par un phénomène que vous connaissez toutes, celui des tontines. Comment est-ce que une femme qui n'a reçu aucune éducation financière ne se méfie pas de rentrer dans une tontine, même au lycée et au collège? Parce que cela nous est intrinsèque en fait. Pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, sont promptes à cuisiner ensemble lors des mariages comme on le voit? Parce que c'est une donnée qui fait sens à ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui, mesdames? C'est parce que j'ai envie de vous dire que nous sommes tellement détachés de notre identité, tellement ignorantes que dans la vie aujourd'hui, qui peut, j'ai envie de dire, être occidentalisée, nous ne nous en sortons pas. C'est-à-dire que les femmes n'arrivent pas à créer des banques, comme disait Rudy. On a du mal à dégager des fonds spéciaux pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. On a du mal dans nos réseaux à s'apprécier mutuellement et à se projeter ensemble. Pourquoi? Parce que le paradigme dans lequel nous évoluons n'est pas le bon. Il faudrait qu'on enseigne justement dans l'éducation que l'on veut donner à la fois aux petites filles et aux petits garçons que nous n'avons pas toujours été des sociétés tournées vers l'homme. Et au contraire, c'est une façon de projeter la société qui nous fait plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous battre en tant que Gabonaises pour occuper l'espace, mais dans la vie et dans la cellule familiale, tout repose sur la mère. Mais lorsque la loi dit les femmes peuvent être dorénavant chefs de famille, regardez les réactions de ceux qui s'opposent à cette mesure. Ce sont des hommes qui ont un certain pouvoir, une certaine voix dans la société. Ce sont eux-mêmes qui ont eu accès à l'instruction, qu'il faut même beaucoup plus éduquer. Et comme eux, leur voix porte, ils sont les catalyseurs d'une incompréhension des hommes dans la société. C'est pourquoi on prendra autant de textes de loi que possible. Les Gabonais, quand je dis les Gabonais, là, je parle des hommes. Les Gabonais ne comprendront pas pourquoi. Parce que le filtre à travers lequel on nous éduque dans la société est un filtre qui ne repose même pas sur des faits historiques. La première chose que les femmes doivent faire, c'est aller chercher leur histoire. L'histoire de comment les femmes fonctionnaient lorsqu'on était dans des sociétés beaucoup plus organisées. Ce que nous devrions faire, c'est quoi? C'est de concevoir des modules éducatifs dès le jeune âge à l'école à l'endroit des garçons et des filles qui diront comment nous voulons la société. Ensuite, ce que nous devrions faire en termes d'économie, par exemple, pour atteindre l'autonomisation qu'on veut, on doit accentuer la budgétisation sensible au genre. C'est-à-dire que lorsqu'on vote un budget, il faut prendre la question du genre en compte. Par exemple, dans les entreprises,
moi, j'ai proposé qu'on érige une norme, comme la certification ISO, que toutes les administrations au Gabon doivent passer. Aucune administration ne doit évoluer sans cette norme sensible au genre qui va permettre de faire un travail d'éducation massif. Et ensuite, ce que nous devrions faire, c'est, par exemple, avec le ministère de la Femme, puisque c'était la question, Charlène, avec le ministère de la Femme, c'est que nous devrions nous rassurer, nous en tant que femmes, que toutes celles qui auront des postes importants dans la société, toutes celles qui vont occuper l'espace public, que ces femmes-là soient éduquées aux questions de genre. Parce que le ministère de la Femme, la plupart des femmes qui sont passées par là ne sont pas parfois éduquées aux questions de genre. Elles sont dans l'administratif, elles vont prendre des décisions, elles vont en fait incarner une posture, mais sont-elles seulement éduquées elles-mêmes aux questions de genre? Pourquoi je le dis? Parce que la décennie de la femme, on a quand même une femme Premier ministre pour la première fois de notre histoire. Mais quel a été l'impact réel sur la vie des femmes gabonaises? On a eu toute une décennie de la femme. Moi, par exemple, j'apprécie positivement toutes les initiatives, en tout cas la masse de data, je ne sais pas comment, de données, voilà, la masse de données, en fait, tous les chiffres qu'on a pu ressortir tout au long de cette décennie de la femme, moi, je dis que c'est positif. Pourquoi? Parce qu'on peut maintenant théoriser sur la condition de la femme gabonaise. On peut maintenant parler à partir de chiffres. Le seul problème, c'est lequel? C'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment. Quand je dis nous-mêmes, ce sont les leaders, les élus, les politiques. On n'est pas éduqués. Donc, même quand on a des chiffres, on ne sait pas les apprécier pour transformer ça en action. Donc, moi, je dis, lorsqu'on parle d'éducation, même si on a un ministère de la femme aujourd'hui, Charlène, je suis désolée de le dire, un ministère de la femme ne suffit plus parce que les femmes elles-mêmes ne sont pas suffisamment éduquées. Comment est-ce qu'on va pouvoir éduquer les femmes pour leur dire, vous êtes des humaines, vous êtes des citoyennes d'abord, arrêtez-vous un moment. C'est là maintenant le gros challenge. Comment est-ce qu'on va pouvoir matérialiser ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir exercer une sororité saine? Comment est-ce qu'on va aller sur le terrain et transformer la vie des Gabonaises et des Gabonais? C'est là vraiment le gros challenge. Mais vraiment, quoi. Et je n'ai pas, bien évidemment, toute la solution, mais j'ai quelques propositions. Parfait. Je pense que, à moins que Rudy et Olivia, vous vouliez intervenir sur ce qui vient d'être dit. Peut-être Rudy. Et ben, moi, je vais juste rebondir sur un point. C'est le fait aujourd'hui, justement, qu'on ait besoin encore un ministère de la femme, pardon. Ça en dit long. Parce que pour moi, c'est peut-être un ministère qui était utile ou pertinent il y a 20 ans ou encore il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on a tellement progressé sur les questions de genre qu'un ministère de la femme n'est plus pertinent. Pourquoi? Parce que d'un point de vue social, on va aussi créer une nouvelle classe de personnes marginalisées, ça va être les hommes. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Parce qu'aujourd'hui, cette idée de toujours vouloir propulser les femmes vient même en quelque sorte invalider ce qu'elles valent de nature. Je pense que la femme sait ce qu'elle vaut et l'homme sait aussi elle sait ce qu'elle vaut, autant pour moi. Et le fait de toujours vouloir mettre toute une institution, tout un ministère, c'est un peu ce côté infantilisant, ce côté, OK, la femme est vulnérable, il faut toujours l'aider. Je pense qu'on a dépassé ce stade. Par contre, ce que je voudrais vraiment voir dans notre j'ai envie de dire, paysage ministériel, ce serait des femmes en charge de ministères tels que le pétrole. Parce que oui, le pétrole reste un levier très important de notre économie et, sauf erreur de ma part, depuis que ce ministère existe, je ne pense pas qu'une femme ait déjà occupé ce poste. Pourtant, au fil des années, on a des femmes beaucoup plus capées, des femmes qui ont assumé des responsabilités de plus en plus élevées. Et je pense qu'aujourd'hui, il est question de leur faire confiance à des hautes positions de leadership,
même dans des directions générales d'entreprise, et pourquoi pas justement un ministère. On a vraiment matière à revendre et je pense que à ce niveau, les femmes ne sont probablement pas encore visibles. Et ça encore, Charlène, je voudrais juste poser une toute petite question à Rudy. Oui. Vraiment, ça me tient à cœur. Rudy, lorsque tu dis, par exemple, que ce qui te plairait, toi, c'est d'avoir une femme ministre du pétrole au ministère du pétrole ou dans une grande administration, mais qu'est-ce que ça change d'avoir simplement une femme à ce poste-là? Est-ce que lorsqu'elle viendra justement occuper cette fonction qui représente un pilier, sinon le pilier principal de notre économie, en quoi est-ce que ça va profiter aux femmes gabonaises? Parce qu'on a été au summum de l'administration en ayant une femme première ministre. Mais est-ce que ça a changé la vie des femmes? Parce qu'il est question des femmes là. Il n'est pas question de tout le monde. C'est en quoi est-ce que c'est pertinent justement de simplement avoir une figure féminine? Est-ce que ça va nous profiter? Je voulais rebondir là-dessus. Tu m'excuseras vraiment si je t'ai interrompu. Merci pour ce point parce qu'effectivement, il n'est pas ici d'avoir une représentativité juste pour des quotas. Parce que très souvent, c'est comme ça que ce genre de nominations sont interprétées. Il faut de la représentativité, il faut une certaine forme d'équilibre entre les genres. Donc, on va laisser certains ministères à la charge des femmes. Non, là n'est pas la question. Il est question ici de bâtir des rôle modèles. On a parlé il y a quelques minutes de changer de paradigme. Et l'un des paradigmes que je veux qu'on change au Gabon, c'est de penser que les femmes ou les jeunes filles ne peuvent pas aspirer à des positions de commandement dans des secteurs techniques ou industriels. C'est vraiment ça l'idée derrière. Parce que la femme, elle va être là, à la fin de la journée, elle reste une décideuse ou une chef d'entreprise. Elle va faire ce qu'elle doit faire de par ses fonctions. Mais de façon indirecte, l'impact que ça va avoir sur des jeunes filles. Dans l'inconscient collectif aussi. Exactement. C'est sur ce côté-là que moi, je veux maximiser. Parce que assez régulièrement, ce qu'on voit, c'est une femme ministre de l'Éducation nationale, une femme ministre des Affaires sociales. Ça, c'est devenu quasiment normal. Et après, pour revenir sur le côté, quelle différence ça fait? Vous savez, à la fin de la journée, tout reste une question de leadership personnel. On peut être deux personnes à occuper la même position, mais on ne va pas laisser le même sentiment ou le même vécu dans le cœur de tout un chacun. Moi, je pense qu'après, l'essentiel ici, c'est de bâtir des leaders qui sont vraiment motivés à laisser un héritage, pas seulement là pour faire un devoir de représentativité. Et c'est là où moi j'insiste vraiment, et c'est vraiment ça l'essence de mon leadership. Il n'est pas question qu'une femme soit là pour être là. Il est question qu'une femme soit là pour inspirer. Et c'est très, très, très important. Je pense que par rapport à plusieurs pays africains, le Gabon est encore en arrière quand il s'agit de ce genre de choses. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas au cœur du milieu industriel, mais moi j'ai travaillé là-dedans pendant les 10 dernières années et j'y suis encore. Il y a aujourd'hui des postes sur lesquels pour vous promouvoir, vous pouvez encore entendre des phrases comme « on n'est pas encore prêt à avoir une femme à cette position ». Pourtant, nous sommes en 2025, mais il y a des femmes qui entendent encore ça tous les jours. Et vous imaginez, si on peut dire ça à une jeune fille, à une jeune dame, sur un poste de supervision, ce que ça peut être à un poste de ministre. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'on approche la question dans cet ensemble. Ministère de la femme, pour moi, à ce stade, aura moins d'impact qu'une femme qui va être ministre d'une grande institution ou du moins d'un grand ministère. C'est vraiment comme ça que moi, je vois la chose. On a plus d'impact dans ce sens. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as déjà un ministère des Affaires sociales, le ministre de la Femme vient traiter quoi? De façon assez pragmatique. Je me permets d'intervenir. C'est peut-être des choses à lui remonter. Non, après, c'est peut-être des choses à lui remonter parce que c'est aussi ça, en fait, le leadership. On a des constats, on a quelqu'un qui a un poste de commandement, mais nous qui sommes sur le terrain, je parle de façon un peu, on s'entend, c'est peut-être des propositions à faire dans ce sens en disant, voilà, vous avez votre ministère et c'est très bien, nous sommes ravis,
Mais là où nous, aujourd'hui, nous souhaiterions voir des avancées, c'est sur ce plan et c'est sur ce plan. Même si après, il n'y a pas de suite, mais au moins, ça a été formalisé. Moi, je crois à la force des écrits et des formalisations. De sorte à ce que si on nous pose la question de savoir, bon, votre débat, il était très bien. Vous avez fait quoi après? Justement, je me permets d'embrayer parce qu'il faut bien évidemment, permettez-moi juste de clore parce que Nam a rebondi sur un point. Oui. Je sens qu'elle n'est pas confortable avec le côté représentativité et elle parlait d'éducation. Et encore une fois, là, je vais rebondir sur un point qui est très, très, très important à mon sens. Vous savez, quand on parle de succès, le succès en soi, c'est d'abord d'être heureux dans ce qu'on fait. Elle a parlé d'éducation. Moi, je trouve que la femme gabonaise, elle est très éduquée. Et ça, je vais rebondir sur le point que tu disais. Je pense que la femme gabonaise, elle est suffisamment éduquée, en tout cas en ce qui concerne le volet académique. Je pense qu'il y a suffisamment mais justement, Rudy, quand je fais mention de l'éducation des femmes elles-mêmes aux questions de genre, je ne fais pas mention du bagage intellectuel et instructionnel en termes d'instruction. Les femmes gabonaises ne sont pas elles-mêmes éduquées sur les questions des genres et c'est pourquoi je me dis, je vais te laisser la parole. On ne peut pas complètement associer la femme simplement au ministère des Affaires sociales. C'est ce que nous avons fait. Les femmes gabonaises aujourd'hui ne sont pas sensibles à ton discours parce qu'elles ne sont pas éduquées à recevoir ton discours à toi, ni celui d'Olivia, ni celui de Charlène, ni le mien, parce que il y a une forme d'éducation qui est précise au genre, qui nous manque en tant que femmes gabonaises. Justement, on nous éduque pour aller dans la masse, pendant que nous qui nous intéressons à ces questions, nous devons absolument mettre un projecteur en disant que la femme ne peut pas sans cesse être mélangée à la jeunesse, à la question de la protection de l'enfance. Il faut que les femmes, il faut qu'on ait une institution qui va travailler à produire cette génération de femmes où le leadership deviendra un trait de caractère, ce à quoi tu appelles. Et le problème la limite avec ce que tu proposes, c'est que on a eu les femmes à toutes les institutions les plus représentatives de la société. Le constat est et on est dans une situation où les femmes, la jeune fille, je veux dire que si toi et moi, Rudy, tout de suite on va à Québec, la petite fille qui est à Québec ne va pas rêver de devenir ministre. Pourquoi? Parce que justement, cette représentativité politique des femmes n'a pas servi à la femme parce qu'elles sont allées servir une pensée sympathisante, militante. Voilà, elle-même, est-ce que la femme gabonaise elle-même, lorsqu'elle veut devenir ministre, par exemple, du pétrole, est-ce qu'elle veut devenir ministre selon les codes érigés par les hommes ou elle veut devenir ministre pour prouver aux hommes que moi aussi je peux être instruite? Et c'est pourquoi moi je dis, c'est un biais justement patriarcal qui surexige de la femme de venir combattre dans une arène qui est naturellement inéquitable. Moi, je suis par contre pour que pendant des années, parce que nous avons encore besoin d'éduquer toute la population et les femmes d'abord. Et un ministère des Affaires de la femme, par exemple, ne se soucierait pas nécessairement là de la condition sociale. C'est un ministère qui va infiltrer toutes les autres institutions pour dire nous devons penser genre. Penser genre, ce n'est pas écraser l'homme. Penser genre, c'est-à-dire que notre société doit aller dans le format du et, de l'homme et la femme qui deviennent complémentaires comme le veut notre tradition. C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai été l'une des seules à appeler à tonitruer sur les réseaux sociaux pour dire au président de la transition, vous nous remettez un ministère de la femme. Moi, j'ai été l'une des personnes, j'ai passé des nuits blanches à tonner sur les réseaux sociaux, j'ai rappelé ce ministère-là. Mais par contre, je suis triste maintenant. Pourquoi? Parce que celle qui est ministre de la femme aujourd'hui, à qui j'adresse parfois des correspondances, je dis à cette compatriote que nous ne pouvons pas repartir à un ministère de la femme qui dit sous le haut patronage. Il faut arrêter ça. C'est pour vous dire que même lorsque les femmes arrivent à ce niveau-là, elles sont encore sous le haut patronage et sous la haute inspiration, ce qui nous traduit que l'éducation elle-même, c'est pourquoi je disais, les femmes gabonaises, nous-mêmes, nous ne sommes pas éduquées à la question du genre. Et c'est dommage parce que même dans nos traditions, pour ceux qui s'y intéressent, en réalité, la femme a toujours été à un niveau élevé. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur l'histoire, Rudy. C'était pour te dire que je ne suis pas contre ce que tu dis, mais quand je parle d'éducation, je ne parle pas de l'instruction académique, je parle de l'éducation comme un tout,
comme un pouvoir qui va nous permettre de nous affirmer et de nous développer dans la société. Et la société dans laquelle nous vivons, elle est conçue pour que les femmes échouent et se battent sans cesse contre les hommes, et c'est inégalitaire, justement. C'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas... Parce que jusqu'ici, j'ai pas terminé mon point. Donc, je vais revenir une fois de plus. Pour moi, lorsque je dis qu'un ministre de la femme serait pas nécessairement pertinent à l'heure actuelle, c'est parce que j'estime qu'on n'a pas besoin d'un ministère justement pour adresser les questions de genre. Pour moi, les questions de genre peuvent être adressées à tous les niveaux. Et ça ne veut pas dire que le fait de ne pas en faire un ministère, ça veut dire que ce n'est pas l'une des priorités, du moins du gouvernement en place, non. Mais je pense qu'à ce stade, le fait de toujours vouloir mettre la question de la femme en avant, surtout de cette manière, malheureusement, ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on a des femmes beaucoup plus fragiles et beaucoup moins édifiées. Parce que, comme tu l'as si bien dit, la question politique, elle va toujours perdurer. C'est un ministère. Donc, ça reste une institution politique. Donc, le haut patronage et tout le reste, c'est un package. Ça viendra toujours avec. Maintenant, l'idée, c'est comment toi, en tant que femme leader du secteur social, comment est-ce que tu peux infiltrer ce réseau pour justement influencer et apporter un peu plus pour que le paysage change et que ça bénéficie beaucoup plus aux jeunes femmes et les autonomiser? Ça, oui. Mais sincèrement, si c'est juste le côté politique de la chose, j'ai envie de te dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Après, pour terminer sur le point que je présentais à l'instant, je pense que, comme je disais, on est en 2025 et pour moi, les discours doivent changer. Je pense que la femme gabonaise, de façon générale, est restée trop cette femme fragile et vulnérable. Et je pense qu'il serait grand temps qu'elle prenne sa place. On a parlé d'éducation, oui. Et justement, l'un des paramètres majeurs de cette éducation ou de ce changement de paradigme, ce serait déjà que des femmes capables soient beaucoup plus visibles. Et justement, quand on parle de visibilité, c'est pas en faisant ton job ou du moins ton boulot caché à l'abri des regards. Ça, ce n'est pas le genre de visibilité à laquelle je fais référence. Quand bien même ça te procure une certaine satisfaction parce que c'est la carrière que tu veux, c'est ce qui te fait plaisir. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas de succès, mais on va dire que dans l'inconscient collectif, est-ce que ce que tu fais peut impacter la vie de 2 ou 3 jeunes filles ici dehors? Moi, je suis le produit des réseaux, je le dis toujours. Lorsque j'ai commencé à étudier, j'ai intégré, là je parle de mes études en France, j'ai intégré un réseau de femmes ingénieures et techniciennes. Alors à la base, ça a commencé avec les femmes du secteur pétrolier. Ça s'est étendu, c'est devenu l'énergie. Et après, les femmes de la défense ont rejoint ce réseau. Je ne vais pas le citer pour éviter de faire de la publicité gratuite. Mais j'étais étudiante et automatiquement, l'école nous a proposé, parce qu'il y avait le forum des métiers, l'école nous a proposé d'écrire et de solliciter justement un mentorat avec une femme d'une société, là où on se voit travailler, par exemple. Et c'est ce que j'ai fait. Et durant cette conférence, moi, j'étais dans on va dire le stand de EDF, parce que à la base, j'ai étudié l'énergie et le génie électrique. J'étais dans le stand d'EDF. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces conférences-là réunissent au bas mot 200 000 étudiants par événement. Et là, je pèse mes mots parce que les étudiants viennent de partout. Ça se passe en région parisienne. Les étudiants viennent de partout. C'est organisé par les femmes, pour les femmes. Mais avec le temps, ça s'est même déployé. Donc, il ne s'agit plus seulement des femmes, il s'agit même déjà de jeunes hommes aussi. Vous voyez, c'est de ce genre d'impact-là dont je parle. Lorsque je dis qu'on a besoin de beaucoup plus de femmes en position de pouvoir, ce n'est pas pour juste ce côté-là de faire beau, non. C'est pour donner cette énergie-là aux futures générations de se dire, ah tiens, moi je veux ça. C'est-à-dire, il faut qu'on leur donne cet appétit-là. Parce que tant qu'elles n'ont pas de role model, tant qu'elles n'ont pas cet appétit-là qu'on stimule chez elles, malheureusement, elles resteront toujours sous-informées. Elles vont être là, elles vont se projeter dans des volets de carrière qui ne vont pas nécessairement les épanouir demain après-demain, surtout qu'elles ont un potentiel immense. Donc, c'est ça, en fait, l'esprit derrière, c'est que les femmes arrêtent d'être timides, tu vois. Il faut vraiment qu'on arrête d'être timide, qu'on aille vers ce qu'on mérite. Qu'on aille vraiment vers ce qu'on mérite. Voilà, je vais m'arrêter là parce que après, il faut qu'on... On pourrait vraiment passer des heures, c'est vrai. Merci Rudy pour la clarification.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a l'aspect aussi, on vient quand même de modèles culturels qu'il ne faut pas éluder. On a des modèles traditionnels, des modèles culturels qui nous définissent, qui définissent notre identité, et faire la part des choses ou faire l'imbrication entre la modernité et notre identité, c'est vrai que c'est toute une question qui prendrait énormément de temps, sur laquelle effectivement on ne peut pas malheureusement discuter aujourd'hui. Dans tous les cas, je vais rebondir sur ce que disait Olivia tout à l'heure, parce que moi, je voulais vous proposer quelque chose. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est vrai que, bien évidemment, on prend beaucoup de temps pour discuter, pour échanger, on prend beaucoup de temps pour analyser, réfléchir. Ça, c'est vraiment peut-être une déformation professionnelle, parce que c'est vrai que j'ai fait de longues études, et notamment une thèse, donc on est vraiment porté sur la réflexion, mais je trouve que ça a son importance, parce que ça permet au moins de clarifier les choses. Nous avons ici un livre blanc, je ne sais pas si ça se voit, qui a été rédigé justement par un réseau de femmes appartenant à la ville de Lyon. Et comme par hasard, mais je dis vraiment comme par hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur ce livre blanc durant la semaine. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, parce que dans ce livre blanc, on a en fait le portrait de femmes de Lyon qui ont vraiment fait bouger les lignes dans leur domaine de compétences. Et c'est un livre, en fait, qui est destiné aux autorités publiques, mais surtout à la jeunesse. C'est-à-dire que c'est un livre aussi qui est partagé dans les lycées, dans les collèges et dans d'autres places. Donc, je me dis, pourquoi pas rédiger un livre blanc, donc le livre blanc des Gabonaises, pour que les femmes s'engagent dans le débat public. Ce sera le même titre. On va dresser le portrait de femmes gabonaises qui ont vraiment un impact. Et je trouve que comme nous sommes une tradition de l'oralité, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir justement ce genre de bouquins, ce genre de livres, d'œuvres qui pourront rester et au travers desquels justement des jeunes filles pourraient potentiellement s'identifier, pour voir dans quelle mesure, elles aussi, elles peuvent changer de paradigme, changer de manière de se concevoir, de concevoir le monde dans lequel elles vivent, etc., etc. Donc, c'est une bouteille à la mer que je lance. Si vous êtes partante, on peut prendre ce pari ensemble. Peut-être que ce sera le premier du genre, peut-être d'une longue série, avec des portraits qui seront dressés et qui pourront vraiment faire écho, justement, comme disait Madame Mamkoum, la boucle est bouclée. La femme gabonaise est intelligente, elle est respectueuse de ses traditions, de ses valeurs, elle ne connaît peut-être pas son histoire, mais elle a la possibilité de le faire et elle doit le faire de toute urgence. Et je pense qu'avec un livre sur justement toutes ces notions qu'on a abordées aujourd'hui, ce serait une belle occasion de faire honneur aux femmes gabonaises que nous sommes, belles, intelligentes, engagées et vraiment porteuses d'espoir pour une société gabonaise beaucoup plus inclusive. Donc voilà, c'est sur cette note-là que je vous repasse la parole pour le mot de fin, parce que on l'a largement dépassé, mais bon, c'était quand même nécessaire d'entendre de part et d'autre vos avis. Donc, je vais commencer par Olivia, puisque tu n'as pas eu la parole depuis, donc on va finir avec le mot de fin avec toi. Ensuite, Mamkoum et Rudy, et on se laissera à partir de là. Voilà, je réactive mon micro. Écoute, Charlène, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je dois avouer qu'on se sent souvent isolé quand on a ce genre de débat et on ne sait pas souvent avec qui partager. Et j'espère que vraiment, ce n'est que le début de quelque chose de bien, parce que je pense que chacune à son niveau représente quelque chose de particulier et peut impacter à son petit niveau. Je vous disais par exemple que moi, je pense que le leadership, l'impact, c'est déjà au niveau le plus direct. J'ai fait le pari de recruter une élève avocate gabonaise, maintenant que j'ai les moyens. Pourquoi? Parce que je veux aussi travailler sur cette espèce de méfiance que j'ai pu identifier. Quand je fais un diagnostic sur la gabonaise, c'est toujours moi-même qui suis le principal modèle. Et j'estime que voilà, si je réussis à donner à cette fille qui postule depuis plus d'1 an, qui n'arrive pas, l'envie d'exercer, l'envie de faire ce que j'ai envie de faire avec passion, franchement, pour moi, c'est déjà une première réussite. Autre point, je me suis investie dans l'immobilier. Je loue principalement à des Gabonais. Pourquoi? Là aussi, en fait, j'estime que chacun d'entre nous doit travailler sur lui pour pouvoir impacter dans le monde. Michael Jackson a chanté. Soit, voilà, regarde, si tu veux faire du monde une meilleure place,
Regarde-toi dans le miroir et commence par la personne que tu vois dans le miroir. Voilà. Men in the Mirror, c'est le titre de la chanson qui est véritablement un leitmotiv pour moi et c'est ce que j'essaie d'appliquer. Je pense qu'on a de beaux parades, on a de belles théories, mais cela n'aura de sens que si chacun d'entre nous, à son niveau, très proche, commence à impacter. Et s'il y a une personne qui est sensibilisée, vous imaginez tout ce qu'une personne génère. Une femme, elle est mère. Cette mère a des enfants. Les enfants donneront naissance à d'autres enfants. En fait, c'est des nations sur lesquelles on peut impacter. Donc, il faut se départir de cette volonté d'avoir envie, d'avoir un impact, en fait, de suite grand. Si on a pu impacter une première personne, c'est déjà bien. Je sais que la femme gabonaise a les capacités de porter les messages qu'elle veut dans le débat public. Si moi j'ai un conseil, imposons-nous. On ne nous donnera pas notre place. C'est vrai qu'on a une histoire culturelle, il faut arriver, oui, s'il te plaît, donc voilà, bon, ben moi je suis ceci, il faut qu'on me donne l'autorisation. Hein? Posons-nous avec les moyens que nous avons. Oui, il n'y a pas à transiger. Moi, quand je défends ma cause, que je veux un dossier, Sharon pourra témoigner, je ne rigole pas. Hein. Je m'en vais arracher avec les dents. Tant pis. Et c'est comme ça qu'on m'a désigné pour le dossier du masque. On ne me l'a pas donné. Hein. Je suis allée arracher parce que je me suis dit, merde quoi, je suis gabonaise, j'exerce à l'Est, le contentieux se passe à l'Est dans ma vie, mais pourquoi? Mais j'ai dit, mais merde en fait. Je suis allée arracher mon dossier, et puis voilà, on me l'a donné, et puis voilà. Si je ne l'avais pas fait, je pense que je ne l'aurais pas eu. Donc moi, j'ai envie de dire, on a les capacités pour prendre notre place dans le débat public. Comment? En s'imposant. On ne nous donnera pas notre place, mais on doit l'arracher. Et il faut qu'on garde à l'esprit qu'on n'est pas contre. Moi, je sais que je garde à l'esprit que je ne suis pas contre les hommes. Nous devons travailler ensemble. Une femme épanouie, une femme qui s'exprime, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut. En fait, c'est une société pour moi qui ne peut qu'aller mieux. Donc voilà, j'avais envie de dire que je suis ravie. Je serai ouverte pour toute proposition qui nous permettront de continuer à travailler sur la place de la femme dans la société gabonaise. Et encore merci Charlène pour l'invitation. Merci Olivia d'y avoir répondu. Allez, Mme Koum. Alors, merci pour l'invitation. C'était une belle conversation. Je découvre des profils absolument intéressants. Et je pense que nous devons, à chaque fois que nous le pouvons, justement, réfléchir ensemble, créer un autre imaginaire, parce que avant de passer à l'action, il nous faut d'abord nous projeter. En tout cas, il faut partager un imaginaire, c'est très important pour les femmes. En tout cas, la philosophie de mon ONG, c'est véritablement que pour que notre société se dote de femmes leaders, nous devons travailler sur les filles. Nous devons éduquer les filles parce que les femmes d'aujourd'hui sont les filles d'hier, mais les filles d'hier, en fait, seront les femmes de demain. Et donc, nos sociétés africaines ont véritablement besoin de femmes épanouies, de femmes émancipées et de femmes surtout éduquées. Éduquer d'abord pour se servir elle-même, mais surtout pour servir la société, parce que le continent africain est le continent qui certainement a beaucoup à donner encore et toujours au monde. Donc, moi, je considère effectivement que toutes les initiatives sont bonnes, surtout lorsqu'on parle d'éducation, parce que c'est la clé que l'on a manqué depuis plusieurs années. On n'a pas axer notre éducation sur les questions féminines et je pense que l'énergie qui manque justement au monde et particulièrement au Gabon, c'est cette énergie féminine qui se départit d'une certaine fragilité et vulnérabilité en fait que l'on nous impose. Et lorsqu'on observe la société africaine, on comprendra justement que la femme est dans une espèce de soft power. Mais ce soft power-là ne répond pas aux exigences de l'heure qui veut que le monde soit brutal et frontal. On le voit, hein, dans le monde, il y a des courants politiques qui se lèvent pour être de plus en plus agressifs. Moi, je voudrais seulement dire aux femmes que nous devons, particulièrement aux femmes gabonaises, c'est à nous de définir un nouveau paradigme. Nous n'avons pas le choix que de définir ce paradigme parce que celui dans lequel nous végétons depuis des années est devenu un paradigme mortifère. Nous avons, rappelons-le encore, perdu une compatriote qui est tombée sous les coups de son ex-conjoint. Cette femme n'était pas une femme qui n'avait pas eu accès
à l'éducation scolaire. C'était une femme tout à fait accomplie, qui travaillait, qui était même au service des autres, mais même elle est tombée sous les coups. C'est pour vous dire que, en l'état des choses, nous sommes dans un système qui nous brutalise, qui nous violente, mais surtout qui nous empêche de nous épanouir. Et le problème, c'est que cette société ne fonctionnera pas sans nous. Au contraire, cette société nous appelle parce qu'elle a besoin de nous. Nous ne sommes pas nécessairement toutes des maternités allaitantes, mais nous sommes des citoyennes gabonaises. Et dès le moment où notre citoyenneté ne peut être contestée, alors nous avons des droits. Mais la lutte pour les droits est une lutte permanente. C'est pourquoi, Charlène, j'apprécie le travail que tu abats. J'apprécie le fait que tu mettes en lumière des femmes qui ont des profils, qui se rencontrent et dont les énergies sont partagées. Et je voudrais remercier très sincèrement Rudy aujourd'hui et Olivia, et ainsi que toute ton équipe aussi, d'autres femmes qu'on ne voit pas dans l'ombre. Mais ces femmes-là existent quand même. Et je voudrais sincèrement, mesdames, que vous allégiez vos programmes ou vos calendriers pour prendre part à un ensemble de conversations citoyennes, une petite série de conversations citoyennes que j'organise sur les réseaux sociaux. Je veux contraindre toutes les figures politiques, en tout cas autant que se faire, et particulièrement les candidats à l'élection présidentielle et candidates d'ailleurs, à mettre un projecteur sur la condition de la femme gabonaise, que le débat électoral se pointe un tant soit peu sur la question de la femme gabonaise. Et donc, courant tout ce mois de mars, tous les week-ends, je recevrai une personnalité politique ou même un candidat ou une candidate. Et pendant 1h30 ou 1h45, nous ne parlerons que de la condition de la femme gabonaise dans tout son ensemble. Donc, mesdames, je serais ravie également de vous voir en commentaire. Je serais ravie de vous écouter, poser vos questions directement à ces candidats-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Madame Ninga Zenaba, qui est la candidate déclarée, si elle était la première femme candidate déclarée. Apparemment, elle essaye de briser le plafond de verre, comme d'autres avant elle, mais nous la recevrons et ce sera sur mes réseaux sociaux. Donc, mesdames, je vous invite très humblement à faire un peu de place dans votre calendrier pour justement enrichir ces conversations citoyennes-là. Merci Charlène et bravo encore à l'Institut Concorde. Merci beaucoup Mamkoum. Et donc Rudy, pour terminer. Ok, donc merci. Je vais m'aligner avec mes consoeurs pour te dire merci Charlène d'avoir organisé ce moment de discussion. Je découvre également les profils d'Olivia et de Mamkoum et franchement, c'est un réel plaisir de partager ce moment-là avec elles. Franchement, j'allais proposer aussi qu'on garde vraiment le contact parce que je suis très impliquée dans la cause sociale. Je n'ai pas la maîtrise de tout ce qui est, on va dire, affaires sociales, mais au moins je fais un peu de social lorsque j'accompagne les jeunes filles dans les formations, le mentorat et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis en train de faire des partenariats justement avec des responsables d'associations, d'organisations, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Donc, si tu es disponible pour ce genre d'échange et de collaboration, c'est avec un pur plaisir que je passerai à l'association pour pouvoir avoir un moment d'échange avec les jeunes filles. Alors, pareil, hein, pour Olivia, je suis pas calée sur les questions de droit, encore moins droit de genre. Hein. Je sais ce qui est disponible et compréhensible pour les profanes comme nous. Mais bien entendu, c'est avec un grand plaisir que je te contacterai, que ce soit toi ou Charlène, parce que je pense que c'est cette synergie-là qu'il faut qu'on garde. Comme on a dit, on a beaucoup parlé, on s'est vraiment édifié les unes les autres. Et derrière, il faudrait qu'il y ait du concret qui naisse de ça, des collaborations, des petits projets, vraiment pour pouvoir donner vie à ce réseau-là qu'on vient de créer, à ces relations professionnelles qu'on vient de créer. Et de façon beaucoup plus élargie. Alors moi, je suis dans le bureau des femmes du réseau des femmes d'Assala, la société pour laquelle je travaille. Et on est venu à la conclusion qu'en qualité de bureau des femmes, il faut qu'on élève le niveau.
Il faut que ça aille beaucoup plus loin que juste un regroupement de femmes qui peuvent travailler sur 2 ou 3 questions pour améliorer leur quotidien dans leur milieu de travail. C'est vrai que c'est important, mais après, on est dans la logique de connaître sa valeur, d'aller vers son plein potentiel. Et si le plein potentiel nous invite à impacter notre communauté, notre ville ou notre pays, on ne va pas se réfréner, on va y aller pour ça. Donc, nous sommes en train de travailler sur une fédération qui va justement englober toutes les femmes du secteur pétrolier. Donc, nous sommes déjà en discussion avec les femmes des autres sociétés et avec toutes les institutions s'y afférentes. Et le plan, c'est que justement, à travers ça, qu'on puisse désormais organiser des événements de plus large étendue pour sensibiliser non pas seulement les jeunes filles, mais la jeunesse, parce que je trouve que la jeunesse gabonaise, de façon générale, a besoin de repères. Ils sont, pour la plupart, nés dans un environnement qui a beaucoup changé. Nous sommes de la génération, on va dire en moyenne 90. On a vu les technologies arriver et on a en fait cet héritage-là, traditionnel, socio-culturel, et on a aussi toute l'avancée technologique. Donc, on sait plus ou moins se retrouver dans tout ce mix. Mais pour nos cadets, nos enfants qui sont nés dans un environnement plus ou moins déconnecté de notre héritage, ce serait important de les ramener à ce que c'est le côté pur d'établir des connexions, de regarder quelqu'un, de vraiment prendre le soin de travailler sur sa personne. Et c'est l'idée de ce réseau-là, de pouvoir en fait accompagner le maximum de jeunes vers leur développement, que ce soit au niveau de leurs études ou même de leur choix de carrière, et pourquoi pas les jeunes professionnels aussi. Donc, ce sont des événements où, bien entendu, vous serez invités lorsqu'on aura des dates précises. Et c'est avec un grand plaisir que nous pourrons vous compter également parmi nous lors de nos panels de discussion, parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse justement avoir des panels de discussion avec des preneurs de décision pour qu'on aille vraiment au bout, vraiment au bout de toutes ces initiatives-là. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. Je vais juste terminer en disant « Know your value », connaissons notre valeur, et vraiment, quand une femme s'élève, les hommes ne s'abaissent pas, ils s'élèvent avec elle. Donc, restons fidèles à ça, et je vous souhaite à toutes une excellente soirée et plein succès dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup, je vais m'associer à ça. Merci infiniment d'avoir répondu présente à cet échange. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour ce projet dont je vous ai parlé, qui pourrait vraiment être, à mon sens, impactant et pertinent. À voir effectivement comment on allie nos emplois du temps, c'est toujours la même chose. Mamkou, moi, comme je t'ai dit, en tout cas à titre personnel, je serai présente lors des échanges parce que j'ai plein de questions à poser aux candidats et aux personnalités politiques sur cette question spécifique des droits des femmes. Olivia, on est toujours en contact, vu que j'ai toujours besoin de petites aides pour tel ou tel dossier, c'est toujours important. Non, mais vraiment, ça a été un échange très, très pertinent. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne fin de journée, peut-être une bonne fin de matinée pour celles qui sont dans un fuseau horaire un peu plus matinal. Mais en tout cas, on reste en contact. Merci infiniment. Le replay sera présent donc sur la page Facebook et la page YouTube. Et je reviendrai vers vous encore une fois pour le livre blanc écrit par les Gabonaises, pour des Gabonaises, et pour que les Gabonaises s'engagent un peu plus dans l'espace public et le débat public. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et merci à ceux qui nous ont suivis aussi, bien sûr, parce que bon, il y avait quand même du monde. Merci infiniment. Bonne journée.